Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des grands risques de la rentrée. Ils sont particulièrement nombreux, que ce soit la récession, les cracks boursiers, les risques sur les taux d'intérêt, la crise sociale notamment en France. On va bien sûr parler de tout ça dans le détail et comme d'habitude désormais, on terminera notre vidéo avec une bonne nouvelle. C'est promis, donc c'est désormais la coutume. Alors on commence tout de suite parce que les sujets sont nombreux. Voici selon moi les 7 grands risques de cette rentrée de septembre 2023. Il y en a d'autres, ce sont effectivement les principaux risques. Tout d'abord, cette récession qui est en train de revenir, de s'aggraver même dans certains pays, et même la Chine aujourd'hui est menacée. Comme vous le savez, la Chine, c'est la locomotive de la croissance mondiale. Donc si la locomotive freine, même si l'Inde prend le relais, que va-t-il se passer? Ensuite, l'inflation, on nous avait annoncé l'effondrement de cette inflation. C'est vrai que l'inflation a baissé, tout à fait logiquement, via un effet de correction, mais elle reste élevée et elle pourrait même repartir à la hausse pour septembre-octobre, notamment en France. On verra ça également dans le détail. Et bien sûr, le grand danger pour nous, la France, c'est cette rentrée qui arrive, cette rentrée sociale qui s'annonce particulièrement compliquée. Donc un risque de crise sociétale avec les taux d'intérêt qui augmentent, les dettes publiques qui aussi vont croître, ça c'est le quatrième grand risque, et donc des taux d'intérêt également qui vont se tendre et qui vont donc peser sur la consommation, sur l'investissement. Cinquième danger, la zone euro, évidemment, qui de nouveau, surtout si la France a des difficultés, pourrait entrer dans une nouvelle crise existentielle. Il y a beaucoup de dissensions aujourd'hui qui sont là, on verra ça aussi dans le détail. Et puis sixième danger, les marchés boursiers, ils pourraient plonger, effectivement, là on le voit, alors ça résiste, ça a plongé la semaine dernière, là ça remonte un petit peu, mais néanmoins ça reste extrêmement fragile, on va voir ça dans le détail. Alors bien sûr, un septième risque qu'on ne maîtrise pas, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et des dérapages possibles avec l'OTAN, alors là ça serait évidemment particulièrement compliqué, donc, mais voilà, tous ces risques sont là, même si beaucoup ne veulent pas les voir. On n'est pas là pour faire peur, on est juste là pour dire la vérité et regarder ces risques en face, en rappelant que les crises sont toujours des phases d'opportunité, qu'il ne faut pas avoir peur de ces crises, elles font partie de la vie économique, mais il faut simplement les regarder en face pour pouvoir sortir par le haut de ces crises. Alors on commence tout de suite avec ce risque de récession, et donc y compris en Chine, c'est vraiment la mauvaise nouvelle des derniers jours, d'ailleurs qui a fait trébucher les marchés boursiers. Là on a l'évolution des ventes au détail, et donc c'est la courbe rouge, et en la courbe bleue c'est la production industrielle en Chine, donc la Chine qui est la locomotive de la croissance mondiale comme vous le savez, et là vous voyez, alors ça a bien redémarré après l'arrêt des confinements, et ça repart à la baisse, vous voyez qu'on est tombé à seulement 3,1% de variation annuelle des ventes au détail, 3,7% pour la production industrielle, donc ça reste des niveaux particulièrement inquiétants. On a également une crise immobilière qui est en train de s'installer aujourd'hui en Chine. Alors c'est sûr que la Chine a des réserves de change, elle pourra relancer la machine, on l'a vu donc en début de semaine également, elle a baissé ses taux d'intérêt, la Banque centrale a baissé ses taux d'intérêt, donc elle essaye de soutenir l'économie, mais globalement on a une situation qui est quand même difficile pour la Chine, et donc on va regarder très rapidement ce qu'on avait déjà évoqué dans une précédente vidéo, les indicateurs avancés de cette croissance. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui sont en croissance soutenue, donc c'est l'indicateur des directeurs d'achat, donc composite, tout secteur confondu. Je vous rappelle la règle, au-dessus des 50 c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est la baisse de l'activité. Donc on voit ici le trio de tête, l'Inde, donc qui est la grande gagnante des dernières crises d'ailleurs, elle a pris des parts de marché à la Chine, l'Arabie Saoudite, il y a un effet pétrole évidemment, la Russie qui résiste certainement également à un effet donc effort de guerre, mais finalement c'est pas l'effondrement annoncé, le Japon qui reprend du poil de la bête, et les États-Unis qui résistent tant bien que mal. Après justement, là on se rapproche de la récession avec la Chine justement, 51,9, la Chine est même en récession dans l'industrie, ça c'est particulièrement dangereux. Au niveau mondial on est à 51,7, c'est pas encore la récession, c'est un plus bas depuis janvier 2023, mais tout de même ça pourrait annoncer une baisse du PIB sur un trimestre, peut-être le troisième trimestre donc 2023, donc c'est quand même dangereux. Ensuite le Royaume-Uni, l'Irlande, voilà, pile la barre des 50, et après évidemment nous avons les pays qui sont déjà en train de retomber en récession. Ils sont nombreux parmi les grands pays, le Brésil, l'Italie, le Canada, la zone euro dans son ensemble, l'Allemagne, l'Australie, l'Afrique du Sud, et donc le pays qui ferme la marche, malheureusement, où il y a le moins de croissance, du moins le plus de baisse de l'activité aujourd'hui, ça c'est le chiffre du mois de juillet, on aura très bientôt les chiffres du mois d'août, mais tout de même, 46,6, c'est le niveau de la France, donc un plus bas depuis novembre 2020. Donc on était encore en pleine première vague, ou deuxième vague de la pandémie de coronavirus. C'est pour montrer l'ampleur des dégâts, la récession est bien là, et d'ailleurs, toujours pour la France, on vient d'avoir les chiffres de la Banque de France des défaillances d'entreprises. Malheureusement, ça continue d'augmenter. Regardez bien, sur 12 mois, on a quasiment 50 000 défaillances d'entreprises. C'est évidemment énorme. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de micro-entreprises, mais surtout, si on regarde dans le détail, notamment sur les TPE, de moins de 10 salariés, regardez, 79,4% d'augmentation sur un an et 60% par rapport à 2019. Donc, on est largement au-dessus de 2019. Si on prend les petites entreprises, donc de 10 à 100 salariés, quasiment 100% d'augmentation
d'inflation sur un an. Maintenant, les entreprises, donc les moyennes entreprises de 100 à 250 salariés, 75,8% de variation sur un an, 52,9% par rapport à 2019. Et, alors là, vraiment mauvaise surprise, ce qu'on appelle les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises, alors plus 143,5% sur un an, plus 107,4% par rapport à 2019. Donc c'est pour montrer l'ampleur des dégâts aujourd'hui. Attention, ces entreprises qui en sont en défaillance, bientôt en faillite, bien évidemment elles vont ensuite licencier, donc ce qui va jouer négativement sur la consommation. Et ce mouvement que nous avons en France, on l'a également dans l'ensemble de la zone euro. Regardez bien, c'est l'indicateur Eurostat, donc des défaillances d'entreprises sur l'ensemble de la zone euro, c'est la courbe rouge ici. Et voilà, c'est une base 100 en 2015. On a dépassé le niveau de 2015 en termes de défaillance d'entreprises dans l'ensemble de la zone euro. On voit que l'Allemagne, pour l'instant, là aussi ça augmente, mais ça reste un petit peu. Puis la France, alors là on voit bien l'effet Corona, l'effet quoi qu'il en coûte, hein, évidemment. Vous voyez, en 2020, malgré la récession historique, les défaillances d'entreprises se sont effondrées bien plus qu'ailleurs. Bah, évidemment, on aidait les entreprises, même celles qui devaient disparaître, qu'on appelle les entreprises zombies. Bien maintenant, ça y est, on a un retour des choses. Et là aussi, vous voyez, un plus haut depuis 2019. Donc ça confirme les chiffres d'Eurostat, confirme les chiffres de la Banque de France sur le deuxième trimestre donc 2023. On n'a pas encore la suite. Là, on a vu juillet sur la Banque de France. Donc ça montre bien qu'on a une situation extrêmement difficile pour les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises. Donc là, évidemment, pour la rentrée, ça risque de coûter cher en termes d'emploi. Ça, c'est donc pour la récession qui est là, qui est en train de s'installer, malheureusement. C'est un risque très sérieux. Deuxième risque, c'est l'inflation qui a du mal, effectivement, à baisser. Donc là, on voit l'inflation française. C'est vrai qu'on n'est plus qu'à 4,3%, entre guillemets, un chiffre, évidemment, donc harmonisé par l'INSEE. Mais si on prend les chiffres harmonisés au niveau européen, on est sur un niveau de 5% d'inflation. Alors, c'est vrai qu'on a une surprise parce que ça, c'est l'évolution des prix à la production, c'est la courbe bleue. Donc on était monté à 28%, là on est en train de baisser presque sur du négatif. Et pourtant, on voit que l'inflation globale ne suit pas forcément la courbe bleue, ni d'ailleurs à la hausse ni à la baisse, mais tout de même, ça a du mal à baisser. Et surtout, là, le vrai danger, c'est que l'inflation, aujourd'hui, elle baisse surtout à cause de la baisse des prix énergétiques pour l'instant, parce qu'au mois d'août, ça c'est reparti à la hausse, mais là, c'est encore les chiffres du mois de juillet. Et regardez, hors énergie et alimentation, c'est la courbe rouge ici, on est encore à 5% d'inflation. Donc vous voyez, c'est assez rare, hein, la courbe rouge aujourd'hui, c'est-à-dire l'inflation hors énergie, est supérieure à l'inflation globale. Donc ça veut dire que l'inflation s'est généralisée et que malheureusement elle se maintient. Et manque de peau, j'ai envie de dire, jusqu'à présent les prix des matières premières, les prix du pétrole baissaient et donc l'inflation ne baissait que de façon limitée. Alors maintenant le problème c'est que l'inflation donc des prix énergétiques est en train de repartir à la hausse. Là on voit les prix du pétrole, alors c'est monté à 87 $ le baril de Brent le 23 août, là ça baisse encore un petit peu mais on est à 85 $. Donc vous voyez que malgré les risques de récession, le baril reste cher et donc si ça remonte, il va avoir évidemment des impacts sur les prix à la pompe. C'est un peu le drame, hein. C'est-à-dire que lorsque les prix augmentaient, les prix à la pompe flambaient. Ensuite, lorsque les prix internationaux du pétrole baissaient, là, les prix à la pompe ne baissaient pas forcément. Forcément, on a plus de 60% de taxes, comme vous le savez, notamment en France, sur les prix à la pompe. Alors maintenant, le problème, c'est que maintenant que les prix du pétrole réaugmentent, là, tout de suite, c'est quasiment instantané, les prix, à la pompe commencent à augmenter, donc ce qui va peser, bien sûr, sur l'inflation. Donc là, on voit bien qu'on a ce problème numéro 1 également, avec des charges qui sont beaucoup trop élevées, notamment sur l'essence et sur l'ensemble des matières énergétiques. Si on prend maintenant l'indice CRB de toutes les matières premières dans le monde, là aussi ça augmente un petit peu. Vous voyez, ça avait bien baissé de 23%, après 204% de hausse. Ça remonte un petit peu, donc ce qui veut dire au total 154% d'augmentation par rapport au plus bas de 2020. Donc là, c'est l'indice CRB de l'ensemble des matières premières. Donc ça veut dire que l'inflation, malheureusement, va rester élevée. Donc on a bien ce scénario qu'on appelle de stagflation, ça veut dire une récession qui est là et parallèlement une inflation qui reste élevée, donc qui va grever le pouvoir d'achat des ménages. Et donc c'est le problème, parce que s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, la consommation va s'effondrer, le moral des ménages va rester extrêmement bas. Donc là, on revient sur la France avec ce troisième risque, le risque social et sociétal en France. L'indicateur de confiance des ménages, le mois de juillet, on l'aura bientôt le mois d'août, mais c'est vrai qu'on se maintient quasiment sur des plus bas historiques. Donc malgré la petite baisse de l'inflation, les ménages français ne sont pas dupes, ils sont toujours extrêmement inquiets, a fortiori pour la rentrée. Et l'indicateur de l'INSEE d'ailleurs, des perspectives de faire des achats, voilà, c'est la courbe rouge ici, vous voyez que ça continue de baisser, ça a un tout petit peu augmenté en juillet, mais ça reste sur des niveaux extrêmement bas. La courbe verte, c'est la consommation des ménages qui est en négatif, hein. Ça fait 3 trimestres à peu près qu'elle baisse, hein, notamment la demande intérieure en France, et donc là on pourrait avoir des baisses de -4, -5, voire -6% de baisse de la consommation
des ménages français hors inflation. Donc là, évidemment, ça montre bien ce risque social, sociétal. Les Français ne s'attendent pas à ce qui va se passer à la rentrée, parce qu'on leur a tellement dit que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, que là, ils croient qu'effectivement, c'est le cas. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils le voient d'ailleurs tous les jours quand ils vont faire leurs courses ou quand ils vont faire leur plein d'essence. Donc, ce qui veut dire que là aussi, attention sur la consommation des ménages, on risque d'avoir une nouvelle baisse à la rentrée. Et donc, ce risque sociétal qui est toujours là. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est pas grave, l'État va pouvoir soutenir la machine. Eh ben non, le problème, c'est que l'État, il continue d'augmenter ses déficits publics. Donc là, on a les déficits. Alors justement, nous allons regarder les chiffres du déficit de l'État français, donc hors collectivité locale, hors sécurité sociale. Et regardez bien les chiffres au mois de juin, sur les 12 derniers mois, c'est assez dramatique. Nous avons un déficit donc de l'État français de 191,6 milliards d'euros. C'est quasiment le record absolu. On est à seulement 2,1 milliards, donc du record historique de juillet 2021. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que coronavirus ou pas, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, on continue d'augmenter ce déficit public, et donc la dette publique va continuer de croître. Comme vous le savez, elle a déjà dépassé les 3 000 milliards d'euros. On en a parlé ici même donc, il y a déjà quelques semaines, et ça va évidemment continuer. Donc le drame, c'est que cette dette publique ne génère pas de croissance forte, bien au contraire. Donc là, on regarde ce graphique que je vous ai déjà montré, bien entendu, mais qui est assez dramatique, encore une fois, mais qui représente la réalité de l'économie française. Donc la dette publique a explosé, évidemment, alors notamment depuis 2019, entre 2019, donc surtout début 2020 et le premier trimestre 2023, on a une augmentation de la dette publique de 638,5 milliards d'euros, c'est la courbe rouge, et sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 238,9 milliards d'euros, inflation comprise. Donc ce qui veut dire qu'il manque 400 milliards d'euros. Où sont-ils partis? Ils sont volatilisés, va-t-on dire. Enfin, donc on a dépensé énormément pour avoir peu d'impact économique, pour assurer entre guillemets la paix sociale, qu'on n'a d'ailleurs même pas eu malheureusement. Ce qui veut dire que là aussi, ça génère un coût énorme, parce que jusqu'à présent, on s'endettait, mais les taux d'intérêt étaient à zéro. Mais depuis quelques trimestres, ça y est, c'est fini, les taux d'intérêt augmentent et ça ne cesse d'augmenter. On a dépassé un nouveau record la semaine dernière. Donc là, on a le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique. Le 17 août, on a atteint 3,25% de taux d'intérêt, donc sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Donc un record depuis le 10 janvier 2012. Vous voyez, donc là c'était l'argent magique, et puis ensuite ça a évidemment remonté, et ça ne s'arrête pas. Certains disent non mais ça ne va pas durer, ça va repartir à la baisse. Non, ça reste élevé, et parallèlement c'est un mouvement qui va coûter extrêmement cher. D'ici l'année prochaine, on aura 70 milliards d'euros chaque année de charges d'intérêt de la dette, juste pour rembourser les intérêts de la dette. 70 milliards d'euros. Où va-t-on évidemment les trouver? Donc c'est la fuite en avant qui devient extrêmement dangereuse. La France, certes, s'est isolée, et même, j'ai envie de dire, illustrée par rapport à d'autres pays de la zone euro, parce que c'est nous qui avons augmenté le plus cette dette publique, mais on voit que les taux d'intérêt augmentent quand même un petit peu partout dans la zone euro, notamment en Italie. Alors vous savez qu'on avait atteint 4,63% en mars dernier, on est à 4,41%, ça reste quand même des plus hauts depuis juin 2013, si on enlève octobre 2022. Et sur la Grèce, alors il y a eu des efforts. Vous voyez, le taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce est inférieur au taux d'intérêt italien. On est maintenant donc à 4%, il y a beaucoup même d'écart. Taux espagnol 3,8 se rapproche justement de la Grèce, donc taux français 3,25, taux allemand 2,71, ça se maintient. C'est quand même un plus haut depuis le 26 juillet 2011. Donc on voit bien que c'est une crise de l'ensemble de la zone euro qui est là. Alors évidemment, l'Allemagne étant en récession, certains s'en réjouissent, mais c'est un gros problème pour l'avenir de la zone euro, parce que la zone euro étant tractée entre guillemets par l'Allemagne, puisque l'Allemagne est la locomotive de la zone euro depuis des décennies. Si l'Allemagne n'est pas là, qui va payer finalement, qui va assurer, de tracter le train entre guillemets. Et donc ce qui veut dire que là aussi, on risque d'avoir une crise sociétale, une crise politique au sein même de la zone euro. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'euro arrête de monter. C'est vrai qu'il était passé sous la parité avec le dollar il y a encore quelques mois. Maintenant, il est remonté parce que la Banque centrale européenne a augmenté ses taux d'intérêt. C'est pas trop tôt, d'ailleurs, continue de le faire, ce qui va donc maintenir l'euro sur un niveau relativement élevé. Mais néanmoins, vous voyez qu'on était monté à 1,12$ pour un euro. Là, on repasse sous les 1,10, autour des 1,09$ pour un euro. On se stabilise à ce niveau-là depuis pas mal de mois finalement. Et sachant que à partir du moment où la récession donc s'aggrave dans la zone euro, même une crise existentielle de la zone euro qui peut revenir dès septembre 2023, alors là, l'euro repartira à la baisse face au dollar, autour des 1,05$ pour un euro, parce que justement, on a une récession dans la zone euro et une croissance
croissance qui résiste aux États-Unis. Alors, comme vous le savez, le 24 août, donc dans quelques jours, j'en ai déjà parlé, il y aura donc la réunion des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour justement annoncer un concurrent au dollar. Alors, c'est vrai que la Chine aujourd'hui est en difficulté, donc est-ce que l'Inde va pouvoir porter ce projet? Mais néanmoins, c'est vrai que ça risque d'affaiblir le dollar, certes, mais surtout, j'ai envie de dire, l'euro, puisque très souvent, comme dit John Connolly en 71, le dollar, c'est notre devise, c'est-à-dire la devise américaine, et c'est votre problème, à nous, les Européens. Donc, ce qui veut dire que, attention, l'euro risque de plus pâtir encore que le dollar par rapport à cette stratégie des BRICS. Ça sera évidemment à surveiller, on en reparlera. Donc, on voit que ces risques sont là, que ce soit au niveau de la récession, de l'inflation, de la France, de la zone euro, des taux d'intérêt, de la dette publique, et bien sûr, les marchés boursiers risquent là aussi d'en pâtir. Pour l'instant, ça résiste. Là, on voit effectivement le CAC 40. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, dans le sillage du fort ralentissement chinois, il y a eu ces craintes de récession qui sont revenues. Donc, les marchés boursiers sont repartis à la baisse. On la voit ici, moins 4,7% en quelques jours. Et là, ça remonte depuis quelques, j'ai envie de dire 2 jours à peu près. Ça est en train de remonter. Ça reste néanmoins extrêmement fragile. Vous voyez qu'on ne sommes pas sur les sommets qu'on avait atteints il y a quelques mois encore sur le CAC 40. Mais tout de même, c'est vrai que ce n'est pas non plus la bérésina. Mais néanmoins, attention, on reste quand même sur un niveau trop élevé par rapport à la réalité économique, par rapport à la récession qui est en train de revenir. Idem d'ailleurs aux États-Unis, même si c'est un peu moins fort. Là, on a le Standard & Poor's 500, donc l'indice américain. On voit qu'on a eu cette baisse donc, de 4,8% en 20 jours, non pas 20 mois évidemment, qui est ici. On voit qu'on est toujours 8,3% en deçà du niveau de 2022, début 2022. Donc vous voyez que la bourse américaine n'a pas encore repris complètement, je dirais, de l'allant. Elle reste extrêmement prudente. Alors, au contraire de ça, il y a le Nasdaq. Vous savez, la bourse des valeurs de croissance, c'est vrai que c'est assez surprenant. On n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps, parce que justement, la bulle s'est reformée. Donc là, on voit le Nasdaq depuis 2021. Alors c'est vrai que ça avait augmenté de 259% entre 2016 et 2021 au sommet, même de 1165% depuis 2009. Donc là, on voit la fin de la courbe bleue ici. Et ensuite, évidemment, l'effondrement de la bulle, moins 36,4% entre novembre 2021 et fin décembre 2022. Et ensuite, la bulle s'est reformée, ça c'est incroyable, plus 40,5% d'augmentation, parce qu'il y a quand même des valeurs qui résistent. On fera bientôt une vidéo justement sur ce thème pour voir les entreprises qui résistent et celles qui résistent moins. Et puis depuis, ça repart à la baisse. Moins 5,9% donc en 20 jours. Ça résiste néanmoins, mais ça reste là aussi fragile. Attention, la bulle s'est reformée, donc on est quand même toujours sur une tendance baissière sur le Nasdaq. Donc il faudra là aussi surveiller de près pour cette rentrée de septembre. Sachant que dans le même temps, alors on me pose souvent la question, j'en parle pas trop parce que c'est souvent sujet à polémique, mais les crypto-monnaies n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge. On dit, si la bourse américaine baisse, si tout ça baisse, les bitcoins, etc., ça va prendre le relais. Pas vraiment, vous voyez que même quand le Nasdaq augmente, le bitcoin continue de baisser. On est quand même sur une baisse de 61,4% depuis novembre 2021. Alors c'est sûr que c'est plus qu'en 2019, mais néanmoins, par rapport au sommet, il faut rester extrêmement prudent. Ça reste un placement très risqué. Ça peut certes remonter, mais il faut être honnête, on n'en sait rien. C'est-à-dire, dans la mesure comme ce n'est pas basé sur les fondamentaux économiques, il y a peut-être des mouvements de flux qui peuvent jouer, mais il faut rester extrêmement prudent. Idem sur l'Ethereum. Je sais que beaucoup disent non, mais l'Ethereum, c'est mieux que le Bitcoin, etc. Tout va bien se passer. C'est quand même toujours une baisse de 65,2% par rapport à novembre 2021. Donc ça fait quand même mal. Je vois certains dernièrement des épargnants, on va dire, d'une cinquantaine d'années, va-t-on dire, qui ont donc mis beaucoup d'années à accumuler un petit peu d'épargne et qui ont investi en haut sur l'Ethereum et qui me disent aujourd'hui, je dois remettre parce que ça va remonter. Il faut quand même rester prudent. Quand on a constitué une épargne pendant toute sa vie, il ne faut pas investir sur des placements trop risqués. Ça, c'est bon pour la jeunesse, et faites-le, allez-y. Mais attention, pour les autres, ça risque d'être extrêmement dangereux. Donc, on risque de s'en mordre les doigts. Donc, on voit bien que les risques pour la rentrée sont là. Il y a un dernier risque, évidemment, qui est relatif à la crise ukrainienne, à la crise géopolitique. On voit que ça peut déraper du jour au lendemain. On livre des F-16 à l'Ukraine, la Russie qui risque de s'embraser, etc., qui risque d'utiliser des armes non conventionnelles. Enfin bon, on n'en sait trop rien finalement, on espère qu'on évitera le pire, mais c'est vrai que plus les mois passent, plus ça devient dangereux, et c'est là où normalement, effectivement, l'or aurait dû flamber, et tel n'a pas été le cas. Certes, c'est toujours une valeur refuge, mais tout de même, c'est vrai qu'on a dépassé les 2000 $ l'once, on était à 2051 $ l'once le 4 mai dernier, puis c'est reparti un petit peu à la baisse. Je vous rappelle que c'était seulement 12 $ de moins que le sommet donc, du mois d'août 2020, mais néanmoins, on voit bien que pour l'instant, on est autour des 1850, 1900 $ l'once.
c'est relativement élevé, mais ce n'est pas non plus l'euphorie comme vous pouvez l'imaginer. C'est sûr que si les risques qu'on a vus se matérialisent, alors là, bien entendu, l'or pourra remonter à 2000 $, voire dépasser largement. Donc ça reste toujours cette porte pour la soif, il faut en avoir dans son portefeuille, mais pas trop non plus. On fera là aussi une vidéo sur le thème de l'épargne pour protéger justement son patrimoine. Et donc ce qui veut dire que là aussi, restons quand même extrêmement prudents. Donc on a bien compris, la récession reste élevée, les risques de récession donc, sont très forts, et la récession va malheureusement nous toucher également à nous en Europe et en France. L'inflation va rester également élevée, des risques sociaux et sociétaux en France, baisse de la consommation, la dette publique qui va continuer à augmenter, les taux d'intérêt également vont augmenter, le risque de crise dans la zone euro, plus les marchés boursiers qui risquent également de souffrir. Vous voyez que ça fait beaucoup de dangers, mais comme promis, on termine avec une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle cette semaine? Eh bien, c'est le Japon. C'est vrai que le Japon, finalement, qui était donné comme grand perdant de toutes les crises, a redémarré. On a les chiffres donc, du deuxième trimestre 2023, une augmentation de 1,5% du PIB nippon sur donc, un trimestre hors inflation. Et en glissement annuel, on est monté, regardez bien, 3,4%. C'est du jamais vu depuis 2010. Alors, hors évidemment, période post-Covid où il y avait un effet de rattrapage. Donc on voit qu'on a une situation japonaise où ça redémarre. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a eu 20 ans, voire 30 ans de déflation. Donc l'espoir reste toujours permis. C'est un petit peu le message qu'on peut véhiculer pour terminer cette vidéo. En tout cas, le Japon a énormément souffert. Il est en train de redémarrer, mais reste quand même néanmoins fragile. On va quand même maintenir une bonne nouvelle. Ça reste une croissance forte. Aujourd'hui, finalement, le Japon, c'est une sorte de locomotive des pays développés. Donc tant mieux pour eux. Espérons que ça va durer. Mais encore une fois, ça rappelle que les crises, on doit les affronter et ça reste également des phases d'opportunité. Il ne faut jamais baisser les bras et garder l'espoir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter, que je vous souhaite également. Merci encore pour votre fidélité. On va donc bientôt, j'espère, atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. C'est vraiment formidable. Je pense que ça sera pour mon anniversaire, le 30 août, peut-être un petit peu avant, ça sera un très beau cadeau. Merci donc encore à vous toutes et à vous tous pour liker, pour mettre des pouces vers le haut sur les vidéos, pour vous abonner, pour faire abonner. La vérité économique doit passer, elle doit s'imposer pour que justement nous puissions sortir par le haut de toutes ces crises. Merci encore, bonne continuation, bonne fin d'été, parce qu'évidemment la rentrée va être un petit peu compliquée, mais là aussi, on s'en sortira. Encore une fois, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt.